Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder à l'installation d'un cluster de basculement sous Windows Server 2019. Nous allons dans un premier temps nous appesantir un temps soit peu sur les concepts et terminologies qui gravitent tout autour de cette fonction intégrée à Windows Server. Nous allons voir également comment procéder à la validation des prérequis nécessaires à l'installation du cluster de basculement. Déjà, concernant les concepts, il faut dire déjà que la haute disponibilité est essentielle en entreprise pour éviter éventuellement des pertes financières dues à l'interruption de services. Donc, pour y répondre, on va utiliser un cluster de basculement. Donc, le cluster de basculement qui n'est rien d'autre qu'un groupe de serveurs qu'on va appeler ici nœuds qui vont travailler ensemble pour héberger des services ou encore des applications critiques comme par exemple un serveur de base de données ou les bases de données ou encore certaines applications métiers. Et ainsi, si un des serveurs tombe en panne, l'autre serveur prendra automatiquement le relais pour assurer ici la continuité de service sans interruption majeure de service. Donc, le cluster va donc nous offrir ici la tolérance de panne. On n'aura donc pas d'interruption de service. Côté utilisateur, il n'y aura absolument disons, aucune interruption. Les utilisateurs, étant donné que le basculement s'effectuera de façon transparente, l'utilisateur n'aura pas le sentiment qu'il y a eu un serveur défaillant. Donc, on aura, sur Windows Server 2016, on aura la possibilité d'avoir de créer jusqu'à 64 nœuds. Donc, 64 nœuds, ce sont les serveurs qui seront, les groupes de serveurs qui fonctionneront ensemble. Donc, Windows Server 2016, à partir de 2016 en montant, nous offre donc cette possibilité-là. Donc, parlant des terminologies, je disais tantôt que quand on parle de nœuds, il s'agit des serveurs membres d'un cluster, les serveurs qui fonctionnent ensemble, le groupe de serveurs qui fonctionnent ensemble dans un cluster. Bon, on va aussi pouvoir mettre en œuvre le stockage partagé qui sera accessible via ISCSI pour, comment dirais-je, pour permettre à ces services, ces serveurs-là de pouvoir accéder à ce stockage-là via le réseau. Bon, on avait déjà fait dans une précédente vidéo que je vous invite fortement à regarder. Donc, je vais vous présenter même directement l'architecture. Nous allons avoir ici dans notre architecture deux serveurs S2 et S3 qui sont là nos principaux nœuds qui vont devoir accéder au stockage ISCSI. Donc, les deux serveurs seront les nœuds qui pourront, par exemple, héberger un serveur de base de données. Et s'il advenait, par exemple, que la base de données soit défaillante, qui fonctionne, par exemple, sur le nœud S2, et que S2, en fait, que S2 soit défaillant, que le serveur S2 soit défaillant, et étant donné que S2 et S3 sont les nœuds du cluster, ça veut donc dire que le basculement s'effectuera sur S3 et les utilisateurs qui vont accéder à ce service à ce serveur de base de données n'auront pas le sentiment qu'il y a eu une défaillance, étant donné que les deux sont redondants. C'est ça l'intérêt. Donc ici, dans notre architecture, ici, on va choisir installer par exemple ce type d'application sur notre stockage ISCSI, dans notre SAN ISCSI, pour des raisons de performance, de haute performance. On avait déjà déployé dans une précédente architecture. Bon, maintenant, concernant la mise en place de cette architecture, il faut dire que il y a quelques prérequis matériels qu'il faut observer. Ça veut dire que S2 par exemple et S3, qui sont les nœuds du cluster, doivent avoir le même type de processeur, la même taille de mémoire vive. Donc le modèle également doit être identique. Modèle de processeur, modèle de mémoire vive, ce sont des prérequis matériels qu'il faut observer impérativement. Donc, on aura également du côté des nœuds de notre cluster, les deux nœuds doivent, dans notre cas ici, doivent être membres du même domaine Active Directory. Donc, comme on peut voir ici, le domaine c'est training.lab. Donc, S2 et S3 sont membres du même domaine. La configuration DNS doit être identique pour chacun de ces serveurs-là.
On doit également avoir ici un agressage statique pour éviter de... En fait, ce n'est pas recommandé hein, d'utiliser le DHCP. On doit avoir une adresse IP statique, étant donné qu'on aura une IP virtuelle qui sera configurée à base de ces deux adresses-là. Donc, en fait, il est recommandé d'avoir une IP statique pour éviter éventuellement quelques perturbations dans l'accès aux différentes données côté client. Maintenant, si vous choisissez par exemple de déployer ces différents nœuds en mode core, il va falloir le faire sur les deux nœuds de la même façon. Donc, voilà quelques prérequis. Bon, on va toujours utiliser notre réseau en 172.16.0.0 pour notre accès au stockage ISSI pour des raisons de performance. Donc, vous pourrez encore voir plus en détail quelques aspects relatifs aux prérequis nécessaires, mais je vous ai présenté quelques éléments essentiels. Donc maintenant, concernant les étapes de l'installation de notre cluster de basculement, on a déjà notre réseau qui a été préconfiguré. Je peux vous présenter cela ici. On a sur nos différents serveurs deux cartes réseau. La première carte, c'est le LAN en 10.0.0. 10.0.0.0 et la deuxième carte, c'est pour l'accès au stockage ISCSI en 172.16.0.0. Donc le S1, c'est point 1, S2, point 2, S3.3, S4.4. Donc, c'est de ça dont il est question ici. Voilà un peu comment notre architecture se présente pour nos différents serveurs. Ce qu'il va donc falloir faire maintenant, c'est simplement d'installer le rôle cluster de basculement d'installer la fonctionnalité cluster de basculement sur chaque nœud. Donc, nos deux nœuds ici, c'est S2 et S3. Donc, je vais me rendre dans Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Je fais suivant, suivant, suivant. Et là, je vais me rendre ici dans fonctionnalités. Vous voyez, on doit avoir ici clustering de basculement. J'ajoute les fonctionnalités nécessaires à l'installation de cette fonctionnalité. Je fais suivant et je lance l'installation. Je fais pareil sur S3. Ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant, suivant, suivant. Et je me rends dans la rubrique sélectionner des fonctionnalités. Je vois ici clustering de basculement. J'ajoute également les fonctionnalités additionnelles. Je fais suivant et je lance l'installation. Donc, maintenant, l'installation ne sera pas longue. Sur S1, par contre, il va falloir ajouter la console de gestion de ces différents nœuds du cluster. En fait, la console qui va nous permettre de gérer le cluster de basculement. Il est recommandé, fortement recommandé de ne pas installer cette console-là sur les différents nœuds parce que là, la gestion va se faire sur un serveur externe. Parce que si vous l'installez sur un des nœuds, admettons par exemple que ce nœud-ci devienne soudainement défaillant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Devient défaillant. Ça veut dire qu'on n'aura plus accès à la console de gestion. Donc, il faut systématiquement l'installer sur un serveur autre que les principaux nœuds de notre cluster. Donc, j'ai déjà installé sur S2 et S3. Et là, on nous dit un redémarrage et en attente. Donc, il va falloir procéder au redémarrage. Je vais simplement lancer le redémarrage ici. Et je vais faire pareil sur S3. Voilà. Donc, sur S1, par contre, je vais ajouter ici un rôle qui va me permettre de gérer le cluster de basculement. Je fais suivant et je vais me rendre dans la rubrique. Donc, nous sommes ici sur l'assistant d'ajout de rôle et de fonctionnalité. Dans cet assistant, je vais me rendre ici dans les outils d'administration. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc, je vais remonter un tout petit peu. Non, on va se rendre plutôt dans les fonctionnalités également. On doit avoir ici outils d'administration. Voilà, c'est ça ici. Et je vais dérouler à nouveau ce menu. Vous voyez là, outils de clustering de basculement. Je déroule à nouveau. Je vais cocher la case. Bon, voilà comment c'était. Je déroule là et je coche cette case pour ajouter ces deux outils. Mode cluster de basculement pour Windows PowerShell. Ça, c'est pour l'administration via PowerShell. Outil de gestion du cluster. Donc, c'est les deux composants que je dois ajouter dans les fonctionnalités. Je fais suivant. Et là, je vais lancer l'installation. Donc, S2 a déjà terminé avec le redémarrage. Donc, je vais simplement me loguer très rapidement. Je fais pareil sur S3. Donc, lorsque le redémarrage est effectif, voilà, vous devez toujours vérifier qu'au niveau
dans le gestionnaire de serveur, on a le type de pare-feu de domaine. Donc, si ce n'est pas pare-feu de domaine, vous allez désactiver la carte réseau et réactiver parce que ça peut créer des soucis de communication avec les autres serveurs. Donc, voilà l'installation de la fonctionnalité qui est terminée, la fonctionnalité de gestion de nos différents clusters. Maintenant que c'est fait, il va donc falloir qu'on y accède. Je m'en vais ici sur Outils et je vois ici Gestionnaire du cluster de basculement. Je vais l'ouvrir et je vais même l'épingler ici à la barre de tâches puisque je vais habituellement consulter accéder à cet assistant. Voilà. Donc, j'ai ici l'assistant. Avant de procéder, si je fais un clic droit là, vous voyez que je peux créer le cluster. Mais avant de créer le cluster, il va d'abord falloir il va falloir lancer ici l'assistant de validation du cluster. En fait, cet assistant ici va simplement, c'est fortement recommandé hein, de valider les différentes configurations du cluster avant de passer à la création. Donc, l'objectif ici, c'est de se rassurer que nos différents nœuds respectent les prérequis nécessaires à la mise en œuvre de notre cluster de basculement. Donc, je vais cliquer sur valider la configuration. Si j'ai cet assistant, je fais suivant. Et ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va donc falloir ajouter les différents nœuds. Donc, je vais cliquer ici sur parcourir. On a d'abord S2. Je clique sur vérifier les noms. Je clique OK. Je vais ajouter pareillement S3. Vérifier les noms. OK. Donc, j'ai mes deux serveurs qui sont bel et bien présents là. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, je clique simplement sur suivant. Et là, je vais donc exécuter tous les tests recommandés pour me rassurer que tous les prérequis sont respectés sur nos différents nœuds. Je fais suivant, suivant à nouveau. Et là, voilà l'assistant de validation qui va se lancer. Ça va prendre un peu de temps. Donc, je vais mettre la vidéo en pause et je reviens juste après. Donc, la validation de la configuration de notre cluster de basculement est terminée. Et nous avons donc ici la possibilité de visualiser le rapport. Donc, nous avons quand même quelques avertissements. Je vais cliquer ici sur rapport. Donc, ça va nous renvoyer ici sur notre navigateur. Donc, on peut voir ici que côté configuration système, on a quelques avertissements. Côté inventaire, il y a la réussite. Le réseau également, on a des avertissements. Donc, on va commencer par la configuration système pour voir à quel niveau on a des avertissements. Donc, vous voyez, on a validé les mises à jour logicielles. Bon, nous n'avions pas installé précédemment les mises à jour de notre système, mais en production, il faut commencer par là. Tous les systèmes serveurs doivent être à jour avec les dernières versions de mise à jour. C'est un impératif. Donc, c'est pour cette raison qu'on a cet avertissement. Ici aussi, on a validé la configuration IP. Bon, là aussi, si je clique dessus, qu'est-ce qu'on a? On a quelques informations. L'adresse IP, on a l'adresse IP APIPA. Donc, je vais vérifier sur S2. On va le vérifier tout de suite. J'actualise. Donc, si je m'en vais dans les cartes réseau, qu'est-ce qu'on a ici? Non, c'est correct ici. Je vais également le faire sur le LAN. Est-ce que j'ai quelle adresse IP? 10.0.0.2. On avait fixé statiquement tous ces adresses. Donc ça va, là, de ce côté-là, il n'y a pas d'incohérence. Donc je vais revenir sur notre assistant. Donc il faut dire que les avertissements ne sont pas des messages d'erreur. C'est juste des informations pour une meilleure optimisation de notre création ou une meilleure mise en œuvre du cluster de basculement. Donc, on peut donc, si on s'en tient uniquement à ces éléments-là, on peut dire que tout est OK, tout est conforme. Maintenant, on va aller également vérifier côté réseau. On a également un avertissement ici. Je vais cliquer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on obtient si je descends tout en bas ici? Non, on va remonter d'abord. Je disais tantôt qu'on va se rendre ici du côté réseau. Donc, côté réseau, qu'est-ce qu'on a? Validation de la configuration IP. Voilà, je clique dessus. Non, j'étais déjà ici. Ah, voilà. Nous avons ici le nœud
S2 ne possède pas de carte utilisable par le cluster doté d'une passerelle par défaut. Pareil pour S3. Oui, c'est logique parce que dans un environnement LAN classiquement d'entreprise, on a habituellement des sous-réseaux. Et quand on parle de sous-réseau, on doit parler aussi de passerelle. Donc, le système considère ici qu'on est censé avoir de passerelles sur chaque carte réseau ici. Mais dans notre cas, nous n'avons pas de routeur, nous n'avons pas de sous-réseau. C'est pour cette raison que le côté passerelle par défaut est vide. Et nous avons donc cet avertissement. Mais bon, nous sommes en environnement de production, donc il n'y a pas de passerelle. On a aussi la liste de recherche des suffixes DNS ne correspondent pas pour tous les nœuds ou ne sont pas configurés pour certains nœuds. Donc, si je m'en vais sur S2 ici, côté DNS, si je m'en vais dans les propriétés de la carte TCP/IP version 4 avancée, je viens ici sur DNS, ajouter les suffixes DNS principaux et spécifiques pour les connexions. Donc, vous voyez ici qu'on n'a pas ajouté ces suffixes DNS. Le cluster de basculement, en effet, repose fortement sur la capacité des nœuds à se résoudre les uns les autres par nom. Donc, ainsi que de résoudre les noms de ressources du cluster, comme le nom du réseau de cluster, les noms des rôles, etc. Si les suffixes DNS ne sont pas cohérents, lorsqu'un nœud va essayer de se connecter à un autre nœud ou à une ressource en utilisant un nom court, la résolution des noms pourrait échouer ou alors prendre du temps ou aboutir à une mauvaise adresse IP. Donc, il est important de renseigner cela. Donc, ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire sur les deux nœuds. On va commencer par S2. Donc, je vais cocher ici ajouter des suffixes DNS. Je clique sur ajouter. Suffixe de domaine. Ici, notre domaine, c'est training.lab. Je fais ajouter et je valide par OK. OK, fermé. Je fais la même chose pour S3. Ça, c'est sur notre réseau LAN. Donc, propriété. Je vais le faire également avancer. DNS, je m'en vais dans l'onglet DNS et je vais cocher la case ajouter des suffixes DNS. J'ajoute. C'est training.lab. Voilà, je vais faire ajouter. OK. Donc, j'ai déjà ajouté les suffixes DNS. Partant de là, je peux dire que tout mon environnement est prêt à pouvoir mettre en œuvre donc, le cluster de basculement. Donc, je vais revenir sur l'assistant. Je peux cliquer ici sur terminer et je fais un clic droit. Je clique sur créer le cluster. Donc, j'ai cet assistant qui va me permettre donc, de créer le cluster de basculement. Je fais suivant. Je vais donner ici un nom à mon cluster de basculement. Je vais par exemple l'appeler train. C'est simplement pour faire référence à mon nom de domaine. Cluster 01. Voilà. Et là, je vais ici ajouter. Cliquez sur ajouter. Non, attention, j'ai un message impossible de joindre. Donc, je reviens sur la page initiale. Donc, ici, je vais d'abord, on nous dit ajouter le nom des serveurs que vous voulez voir figurer dans le cluster. Non, c'est plutôt ici qu'on doit ajouter nos différents serveurs. Donc, on a S2 d'abord. Vérifier les noms, je valide. On a ensuite S3, plutôt. Vérifier les noms, je valide. Donc, voilà les deux nœuds qu'on veut voir apparaître dans notre cluster. Donc, je fais suivant. Et là, maintenant, c'est ici que je vais renseigner le nom. C'était train cluster 01. Voilà. Et là, je vais donner une adresse IP virtuelle. L'adresse IP virtuelle qui sera donc utilisée pour pouvoir accéder aux différents nœuds. Donc pour l'accès aux nœuds, il faut dire, si je reviens sur notre topologie ici, donc les deux nœuds S2 training.lab et S3 training.lab vont devoir, le client va accéder via le réseau local. Donc, on avait dit que le réseau, si c'est dédié uniquement au stockage. Donc, pour le cluster, c'est le réseau LAN qu'on va utiliser ici. Donc, je reviens sur notre machine virtuelle. Donc, je vais décocher cette case ici et je vais ajouter l'adresse IP virtuelle. On va par exemple mettre 10.0.0. Mettons 10.0.0.10. Donc, ça, c'est l'IP que je vais utiliser pour c'est l'IP que les clients vont utiliser pour pouvoir accéder à notre cluster, aux différents nœuds. Donc là, je fais
suivant. Voilà, et là, je dois également faire ici suivant pour la création. Je suis presque prêt à créer le cluster. Voilà. Donc, on nous dit, veuillez patienter pendant que le cluster est configuré. Donc, je vais mettre la vidéo en pause et je reviens juste après. Donc, notre cluster la création de notre cluster est terminée. Je clique simplement ici sur terminer. Et là, on peut voir cette arborescence qui apparaît ici. Et à partir de l'arborescence, on peut voir nos différents nœuds. Nous avons S2 et S3 qui sont en service. Si je déroule également le nœud stockage, je vois les principaux disques qu'on avait créés en fait, les disques SAN accessibles via le protocole ISCSI. Voilà. Donc, pour le moment, le nœud propriétaire, donc c'est S3 qui a accès à ces différents disques-là. C'est lui le nœud propriétaire. Donc, si je m'en vais par exemple ici sur S3, je vais dans l'explorateur de fichiers. Je peux voir que là, actuellement, c'est S3 qui a accès à ces trois disques-là. Par contre, S2, on va voir que nous n'avons pas accès au disque. Donc, ça veut dire que c'est lorsque si S3 est défaillant, tous ces disques-là vont basculer sur S2. Donc, on peut également euh, choisir de basculer, en fait, choisir S2 comme nœud propriétaire. Donc, on peut changer de nœud propriétaire ici. Donc, il suffit de sélectionner le disque. Vous voyez ici, sélectionner un nœud. Lorsque je clique sur déplacer le, le stockage disponible, je clique ici et je choisis sélectionner un nœud. Donc, je peux sélectionner S2, je valide. Et vous voyez que S2 a accès. Il y a le témoin aussi que je vais faire pareil. Sélectionner un nœud. Je choisis. Non, ça c'est. J'ai choisi S2. Donc S3, je vais choisir le disque témoin aussi. Je vais faire la même manipulation. Déplacer un nœud, sélectionner un nœud. Donc c'est S3 ici. Bon, attendez, je vais d'abord venir dans l'explorateur de fichiers. Non, ça c'est S1. Je m'en vais sur S2. Je vois que j'ai les deux disques. S3, il y a le disque témoin à nouveau. Donc, en effet, je vois ici que le basculement du disque témoin, c'est le système qui peut choisir. On ne peut pas le faire. Vous voyez, je ne peux pas choisir ici là S2. Donc, par exemple, là, c'est toujours. Ah, là, j'ai rebasculé sur S3 via le disque témoin. Si je choisis à nouveau là, sélectionner un disque, voilà, je choisis S2. Donc, vous voyez, le disque témoin reste sur S3. En effet, on a la possibilité de basculer les deux autres disques, le disque de document et sauvegarde, que ce soit sur S2 ou sur S3. Donc, on peut choisir de le faire sur notre gestionnaire de cluster. Donc, on a aussi ici dans la rubrique pôle, bon là, nous n'avons aucune information ici, boîtier, rien. Si je viens sur le réseau, on a le réseau du cluster et cluster 1, réseau du cluster 2. Donc, vous voyez, on avait les deux réseaux là, l'un en 10.0.0 et l'autre en 172.16.0.0. Donc, maintenant, nous avons nos deux nœuds qui sont opérationnels. Admettons, je veux remettre le nœud propriétaire partout sur S3, comme c'était le cas initialement. Je vais déplacer pour sélectionner S3 comme... voilà, on a S3 ici. Ça veut dire que S3 a tous les trois disques. Admettons maintenant que le serveur S3, qui est par exemple, admettons on a installé le serveur de base de données sur S3, sur l'un de ces disques-là, ou par exemple on a choisi de le mettre sur le disque document, on a installé notre application métier et que ce serveur-là soit défaillant. Donc je vais simuler la défaillance ici. Je vais simplement suspendre cette machine virtuelle. Je clique ici. Donc, pour le moment, on peut avoir l'état de la machine S3 qui est inactive. Si je m'en vais sur S2 et que j'actualise, est-ce que j'aurai donc accès à ces disques-là? Bon, ça doit prendre quelques petits instants. Je reviens sur S1 d'abord, notre gestionnaire. Est-ce que en actualisant ici, non, je n'ai pas la fenêtre. Voilà, je peux l'actualiser ici. Donc, pour le moment, c'est toujours S3 qui est le nœud propriétaire. Donc, on va patienter quelques petits instants. Au bout d'un certain temps, on doit voir, voilà, on a ici sur S2 les trois disques qui étaient présents sur S3 qui ont basculé sur S2.
Donc, ça démontre à suffisance que, voilà, on a la possibilité d'avoir ce basculement, d'avoir la haute disponibilité qui sous-entend qu'en cas de défaillance d'un serveur, le second prendra le relais. Bon, maintenant, si je remets S3 en activité, donc voilà, je redémarre S3. OK. Lorsque je redémarre S3 et que je viens ici, j'actualise. Donc, pour le moment, c'est toujours S2 qui est le nœud propriétaire. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc, on va voir. Au bout d'un certain temps, on aura un serveur qui sera le nœud propriétaire et nœud propriétaire de ces différents disques euh, SAN qui sont disponibles sur S3, sur S4, pardon. Donc, je vais actualiser à nouveau. Donc, voilà, S2 n'a plus accès à ces disques-là. C'est dorénavant revenu sur S3. Donc, je vais encore un peu actualiser ici. Donc, voilà, on a uniquement le disque témoin qui est resté sur S2. Donc voilà en fait ce qu'il fallait faire pour la mise en œuvre du cluster de basculement. Il faut dire que notre cluster étant là, on peut ajouter d'autres nœuds, hein. Ça sous-entend que si on a d'autres serveurs, par exemple S5, S6, qu'on aimerait ajouter à ce cluster de basculement, on peut simplement venir ici, cliquer sur ajouter un nœud. Mais avant d'ajouter, il faut se rassurer qu'on a tous les prérequis de, de, d'ajout de ce nouveau nœud-là, notamment le même type de serveur, le même type de processeur, même type, la même taille de mémoire vive, les mises à jour doivent être correctes aussi, l'adresse IP statique, donc tout cela doit être préalablement respecté avant de pouvoir l'ajouter parce que lorsqu'on ajoute un nouveau nœud, l'objectif ici, c'est de pouvoir permettre à ce nœud-là de faire partie du basculement. Donc, si un des nœuds est défaillant, il faudrait que le basculement s'effectue sur ce nouveau nœud-là. Et donc, si ce n'est pas possible, ça va susciter des anomalies dans le fonctionnement du basculement. Donc, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt pour une prochaine démonstration.